Dans les épisodes précédents, créé en l'an 2000, le GIP MDS trace son chemin depuis 10 ans. La confiance s'est installée au fur et à mesure. Il a permis à la sphère sociale de mener des projets communs. De nombreuses déclarations sont maintenant dématérialisées sur le portail Net Entreprise. On est rentré quand même dans une ère d'industrialisation du GIP, de Net Entreprise, de tous les process. En 2010, on compte 2 millions d'inscrits et 18 millions de déclarations. Il manquait quelque chose. Mais quoi ? Alors vous voulez parler de la DSN ? On a créé toutes les déclarations du point de vue de l'utilisateur. Au début, c'est un peu un choc culturel quand même. On nous prenait plutôt pour des extraterrestres. On sentait qu'on était tous en train de construire quelque chose. On n'a pas dit du jour au lendemain, bon, allez, tout le monde à la DSN. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Dans cette démarche d'action de rester discret pour être efficace. Ça a quand même simplifié la vie de beaucoup de gens. Le début des années 2010 annonce un tournant majeur pour les déclarations sociales des entreprises en France. En 2010, moi j'ai été recrutée pour être directeur général du GIP. Quand je regarde les 30 déclarations qu'on demande sur Net Entreprise, la plupart du temps, je redemande les mêmes données. Il y a eu un premier niveau de simplification, mais il n'était clairement pas suffisant par rapport aux attentes des entreprises. La difficulté pesait toujours sur les entreprises qui devaient composer avec différentes informations qui n'étaient pas toujours très clairement énoncées. Donc est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Plus loin, une nouvelle page va s'écrire. La déclaration sociale nominative. La DSN. Déclaration sociale nominative. C'est une déclaration unique, mensuelle et dématérialisée qui permet aux sociétés d'automatiser leur déclaration aux organismes sociaux à partir de la seule fiche de paye des salariés. La DSN, elle portait notre rêve. La déclaration sociale nominative, c'est une déclaration unique, en ligne, à réaliser tous les mois pour les entreprises. Elle est produite automatiquement à partir des informations récupérées sur la fiche de paye de chaque salarié. Salaire brut, heures de travail, cotisations et contributions sociales, congés. Toutes ces données sociales sont aussi transmises à tous les organismes concernés. URSSAF, France Travail à l'époque Pôle emploi, l'assurance maladie, les complémentaires retraite et les complémentaires santé, assurance, mutuelle et prévoyance pour le calcul des cotisations sociales. En se connectant sur son logiciel de paye, l'entreprise n'a plus qu'à valider sa DSN et payer directement ses cotisations sociales. Exit DATSU, DUX, DMMO, DSIJ. En 2025, la DSN remplace près de 80 déclarations sociales différentes par une seule entrée. Ça a complètement tenu la promesse Seigneur des Anneaux, une déclaration pour toutes les liées. En partant des principes qui avaient présidé à la création du GIP, donc simplification en faveur des entreprises, dématérialisation, point unique d'entrée. C'est pas seulement le recouvrement qui change, c'est l'acquisition de prestations sociales en France. Autrement dit, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de triche. Quand l'entreprise paye pour tout, le salarié en bénéficie absolument partout. Conceptuellement, l'idée était magique, c'est-à-dire qu'on avait tout ce qu'on voulait. Donc, on s'est lancé là-dedans, c'était pas gagné. Retour à la fin des années 2000. Fin 2006 a eu lieu le premier comité de pilotage pour pouvoir préciser justement le cadrage de ce que on n'appelait pas ça une DSN à l'époque. On est vraiment un peu dans une approche très exploratoire. L'idée n'était pas neuve. Presque dès le départ du GIP, un certain nombre d'acteurs, dont moi-même, avaient l'idée de cette forme de déclaration. Mais l'idée de retrouver sur une déclaration sociale qui donne le détail salarié par salarié, elle avait été reprise dans ce projet DUXI. Qui était de faire une DUX individuelle tous les mois pour la consolider. Donc c'était une usine à gaz et c'était infernal. Qui n'a pas fonctionné, qu'on a arrêté assez vite, mais qui a alimenté la réflexion qui a conduit en fait à la déclaration sociale nominative. Au début, personne n'y croyait. Tout le monde se disait, oui, tout ça c'est du rêve, on n'y arrivera jamais. On s'amusait des fois en échangeant, mais bon, on sera tous à la retraite avant d'avoir réussi à déployer ce projet-là. En 2011, une mission de l'Inspection Générale des Finances, l'IGS, en lien avec l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, vient confirmer dans un rapport la faisabilité de la DSN avec plusieurs conditions majeures, comme simplifier et réduire le nombre de données ou mettre en place une gouvernance directe de l'État. Une fois que les conclusions du rapport IGAS-IGF ont été rendues, on a structuré une proposition de projet sur ces bases avec des grandes échéances. Et on a travaillé avec à l'époque un député qui s'appelait Warsmann. Pour lancer la DSN, il faut que le monde politique s'empare de la question et donne un cap législatif. Alors j'ai connu un nombre de ministres de la simplification extraordinaire. J'en allais voir, ils me disaient, vous savez, alors c'est quoi la DNS ?
Je dis, monsieur le ministre, c'est la DSN. Ah, ben bien sûr. Il y a eu plusieurs auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour arriver à la loi de 2012, la loi Warsmann. La loi dite Warsmann, loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, est promulguée le 22 mars 2012. La loi donne un cadre légal et un calendrier de mise en œuvre progressif sur plusieurs années à la déclaration sociale nominative. On n'aurait pas réussi à faire la DSN si on n'avait pas construit un opérateur et une feuille de route entre l'État, les caisses nationales de sécurité sociale et cet opérateur. Et c'est comme ça qu'honnêtement, les choses fonctionnent, parce qu'on était tous alignés. À la même époque, Thomas Fatome arrive à la tête de la sécurité sociale pour 5 ans. Moi, j'ai vraiment le souvenir assez précis que ces 5 années de mandat à la DSS, ça a été chaque année une progression dans ce projet. Sous sa direction, une gouvernance directe de l'État est mise en place, avec une maîtrise d'ouvrage stratégique du projet DSN, menée par un haut fonctionnaire, Jean-Louis Bull. Un comité de normalisation permet en parallèle de se mettre d'accord sur quelles données communes intégrer. Vous vous souvenez, la normalisation ? Pour la DSN, la normalisation des données se déploie désormais dans toute la sphère sociale. Au-delà de définir des champs pour pouvoir recueillir les différentes informations demandées aux entreprises, il fallait faire en sorte que ces informations soient uniques, un langage commun entre les entreprises et puis l'ensemble des organismes de protection sociale. Si on veut des choses qui soient fiables pour les systèmes déclaratifs de la sécurité sociale, il faut arriver à normaliser, limiter le nombre de données. Il y a eu un travail qui a été fait, très important, de rationalisation et de réduction de ces données sociales pour arriver de 850 à 200, 300 données. Et c'est là où je reviens sur le rôle de Jean-Louis Bull, c'est qu'il faut un chef d'orchestre. Pour la normalisation, il faut un chef d'orchestre et puis un chef d'orchestre qui dirige vraiment à la baguette. Et les décisions qui devaient être prises pouvaient être prises avec une vraie volonté de l'État de réaliser cette loi de simplification. Et puis le GIP, il avait plutôt pour tâche ensuite d'opérationnaliser dans l'ensemble des procédures déclaratives, donc beaucoup de dialogue et sous l'égide de la direction de la sécurité sociale. Et côté GIP, il a fallu organiser les travaux, mettre en place une organisation adaptée aux enjeux, c'est-à-dire un pilotage rigoureux, rendant compte de l'ensemble des décisions prises par les différents partenaires, de pouvoir préparer tous les supports, multiplier les réunions, etc. J'ai rejoint le GIP-MDS en 2010. La première étape, c'était de faire en sorte que ça marche. J'ai été un des rédacteurs du premier cahier des charges de la DSN. Le cahier des charges, c'est ce qui va décrire les règles d'acceptation. Dans quel cas on va accepter une déclaration, dans quel cas on va considérer qu'elle n'est pas conforme. C'est ce qui va garantir que ce qu'on reçoit, c'est exploitable. On a en 2-3 ans, entre 2012 et 2014-2015, défini une organisation qui est pratiquement identique à celle qui existe aujourd'hui. Une première phase de déploiement se lance en 2013 avec des entreprises volontaires. Il y avait quand même quelques entreprises qui étaient convaincues que c'était une bonne idée et qui voulaient nous aider à faire que ça marche. La première phase, elle visait à remplacer la déclaration IJ, donc les indemnités journalières des personnes, et la déclaration fin de contrat de travail pour le chômage. J'ai rejoint le GIP-MDS en 2013. On a notamment mis en place à cette époque-là un club des pilotes, des gens qui acceptaient d'essuyer les plâtres avec nous. On a essayé de les accompagner le mieux possible en essayant de suivre vraiment leur entrée en DSN. Et c'est ce qui a permis de repérer des petites erreurs, des petits ajustements à faire. On a veillé à proposer des modalités qui permettent d'être à la fois dans quelque chose de relativement personnalisé quand c'était nécessaire, mais qui quand même répondent à des besoins plus industriels. Cependant, on est quand même toujours uniquement sur le volontariat. Et on arrive peut-être à 100 000 entreprises, ce qui est déjà pas mal. Mais par rapport aux 2 millions d'entreprises, 100 000, c'est pas encore suffisant. On a vu que ça fonctionnait pas. Elles avaient déjà du mal à faire leur déclaration. On leur proposait de faire une déclaration de façon optionnelle et qui n'était pas obligatoire. Elles n'y sont pas allées. Il y a eu vraiment des oppositions très fortes. Et puis même les entreprises, quand vous leur parlez de quelque chose de nouveau, eh bien, le premier sentiment naturel, c'est ça va nous simplifier la vie, mon œil. La résistance, elle n'était pas massive. Elle était plutôt de type ça va pas marcher. À l'époque, c'était vraiment une totale nouveauté. On était vraiment sur vos mécanismes déclaratifs. On a commencé à faire le tour de France. Donc on s'est appuyé sur les comités régionaux pour expliquer la DSN, démontrer que la DSN allait réellement leur simplifier la vie. Donc on allait prêcher la bonne parole pour dire va falloir vous préparer, il va falloir comprendre le produit. Bon, ça a été un travail de longue haleine auprès des entreprises. Il a fallu vraiment convaincre toutes les organisations patronales, mais également les organisations syndicales. En face, qu'il faut dire, si, je vous montre, ça marche. D'ailleurs, ça marche ici. C'est pour ça qu'on a été beaucoup sur la pédagogie par l'exemple.
Et pour que ça marche, il fallait des logiciels de paye qui intègrent ces nouvelles évolutions. Dès lors que le projet DSN est apparu dans le paysage social, bien évidemment, on a été partie prenante et on a décidé d'apporter l'ensemble de nos forces et de nos expertises sur ce projet. Il a fallu également que les éditeurs jouent le jeu de mettre la DSN la plus qualitative possible dans leur logiciel de paie. Dématérialiser, simplifier la vie des entreprises, ça fait partie des gènes des éditeurs. L'ambition des éditeurs a été aussi de faire comprendre que le temps de la paye et le temps de la déclaration étaient maintenant réconciliés. Convaincre. Au-delà des entreprises, il faut se mettre d'accord entre tous les acteurs de la sphère sociale, partie prenante de la future DSN. Et sa construction commune se passe souvent autour de la table du JPMDS. Il y a eu des comités, des réunions. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec l'ensemble des partenaires. C'est quand même, entre guillemets, une auberge espagnole qui a bien été obligée de travailler ensemble. Même si on œuvre dans le domaine de la protection sociale, on n'est pas toujours sur les mêmes idées, sur les mêmes façons de travailler. Là, le GIP a construit quelque chose d'absolument incroyable. En réalité, chacun des acteurs porter non pas les enjeux de son institution, mais porter les enjeux du besoin qu'il avait de la donnée. C'est pas du tout des guerres de pouvoir, c'est plutôt vraiment trouver ce bon équilibre entre la fiabilité de la donnée, la simplicité de la donnée et la capacité à l'utiliser. Nous, dans la difficulté de notre positionnement, il fallait qu'on se fasse le relais des propositions qu'on construisait avec les autres organismes de protection sociale pour pouvoir les valider auprès de notre panel représentatif de la maîtrise d'ouvrage et être certain qu'on avançait dans le bon chemin. On était reparti encore pour une nouvelle séquence de bâtons de pèlerin. Il faut de nouveau convaincre et rallier chaque branche au projet. Assurance, prévoyance, retraite complémentaire, organismes de protection sociale, les éditeurs de logiciels, mais aussi les experts comptables. Les experts comptables font la moitié des paies en France. Donc si vous ne les convainquez pas, vous ratez la moitié de l'objectif. Marc Luccioni intègre le conseil d'administration du JPMDS en 2012 en tant que représentant CGPME. Très rapidement en arrivant, je suis reçu par Éric Hayat ainsi qu'Elisabeth Imbert-Bottin. Et tous les deux me disent « Tu es expert comptable, on ne peut pas te laisser simplement administrateur, il y a un comité des utilisateurs et un sujet qui s'appelle la DSN qui arrive maintenant très rapidement. Et nous aimerions que tu prennes la présidence de ce comité des utilisateurs. Embarquer les experts comptables dans cette aventure était un enjeu important pour le GIP. Les échanges étaient peut-être un petit peu compliqués à l'époque, donc je me suis fait fort d'essayer d'organiser tout ça, de remettre du lien entre les différents représentants des instances, de manière à ce que les experts comptables soient complètement intégrés dans le dispositif DSN. À partir de 2015, place à la deuxième phase de déploiement de la DSN avec un premier stade d'obligation pour 15 000 grandes entreprises. C'était pas beaucoup, mais c'était signifiant parce que c'était de passer la DUX, la déclaration unique de cotisation mensuelle, dans la DSN. Et donc là, déjà, les entreprises se sont dit, OK, là, ça commence à devenir sérieux. Elles ont commencé à prendre conscience que voilà, ça allait être une réalité. Donc c'est un gros morceau. Il y a un vrai défi. On a mis en place une cellule support mutualisée, composée avec des membres de tous nos partenaires, pour que eux tous ensemble puissent répondre aux questions des entreprises. Ça a été une super aventure qui a vraiment montré la force du collectif DSN. Avec Elisabeth Imbert-Bottin, progressivement, en fin de compte, on impliquait les personnes du GIP sur la DSN. Tout le monde, en effet, a été impliqué jusqu'à devenir un vrai projet d'entreprise. Et à ce moment-là, avec les 15 000 entreprises, en 2015, ça se passe très très bien. On l'a fait étape par étape. Il y a eu des phases d'obligation avec donc finalement des augmentations du nombre de déclarants qui se sont faits au fur et à mesure. Certaines entreprises pilotes ont servi de relais vers d'autres entreprises pour dire moi j'y suis allé et au bout de 3 mois, j'ai constaté qu'il y avait déjà une simplification. Et là, c'est vraiment monté en flèche de façon très importante. Ça, ce sont les anciens documents que l'on met en place. Donc là, c'est en cas de maladie d'un salarié, en cas de départ d'un salarié. Désormais, toutes ces démarches sont faites en une seule fois sur ce site internet. C'est le principe de la DSN, la déclaration sociale nominative. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Pour faire un départ d'un salarié, il fallait 1 heure, il faut 10 minutes. Pour calculer pour un arrêt maladie, il fallait 1 demi-heure, il faut 5 minutes. En 2016, on compte 500 000 entreprises qui utilisent la DSN. Place alors à la 3e et dernière phase, la généralisation de la DSN à l'ensemble du secteur privé. Évidemment, c'est un moment
qui est même un petit peu émouvant pour les équipes du JPMDS, parce que c'est vraiment l'aboutissement du projet. On le voit en grand. Nous, on peut être fiers de se dire, bah non, on y a cru, on a poussé. On l'a préparé de nombreuses années, de sorte à pouvoir intégrer toutes les procédures qu'on souhaitait voir apparaître dans le périmètre à ce moment-là. En 2017, il y avait à peu près 23 procédures qui étaient remplacées en DSN. Notamment la fameuse DATSU, qui mobilisait vraiment les services de paye, qui était un petit peu anxiogène pour toutes les entreprises, et qui désormais est directement intégré à la DSN. Maintenant, on va sur des volumes beaucoup plus importants, et donc il y a tout un enjeu à ce que le système soit solide et fiable dans le temps. On a quand même annoncé des délais qu'on a tenus et des budgets qu'on a tenus. En 2017, on avait quasiment les 2 millions d'entreprises. Je crois qu'on était à un taux de 95%, ce qui est quand même exceptionnel. Mais ensuite, il y a eu encore des compléments. La fonction publique qui a frappé à la porte. Nouveau défi pour le JPMDS, le déploiement de la DSN au secteur public. Là aussi, avec un déploiement progressif. D'abord aux gros employeurs comme la PHP, puis aux plus petits employeurs territoriaux. Les données sont souvent plus complexes dans la fonction publique et surtout les données RH et les données de paye sont pas forcément bien différenciées. Là, pour la déclaration sociale nominative, il fallait vraiment s'inscrire dans une logique de feuille de paye qui alimente les données sociales. J'étais directrice adjointe de la sécurité sociale, j'avais un peu la tutelle du GIP et donc j'étais très impliquée dans notamment les réunions d'arbitrage entre le GIP, les ministères et les organismes de protection sociale. Il faut qu'au maximum on se calque sur un modèle commun. Il ne faut surtout pas faire une DSN privée, une DSN publique. Donc le défi, ça a été aussi de faire accepter au niveau du public des traductions. Dans la DSN, on parle de contrat. Ça n'a pas de sens pour un fonctionnaire qui n'a pas de contrat. Donc il a fallu faire comprendre que contrat, c'est l'équivalent de la relation entre l'employeur et l'individu. Et on a pris pas mal de temps sur ce sujet-là, mais c'était nécessaire pour bien sécuriser les choses. Au global, la bascule, elle s'est bien déroulée. En 2022, la DSN est généralisée à l'ensemble de la fonction publique. Et donc, pratiquement à tous les employeurs en France. C'est vraiment une réussite collective. Le fait que désormais, employeurs publics et employeurs privés soient dans la DSN, une même source de données. La DSN, c'est ce vecteur qui nous permet de dématérialiser les flux. Vous allez tout nous dire dans un seul et même fichier qui va émaner directement de votre logiciel de paye. Gagner du temps, diminuer le papier, simplifier la vie des différents opérateurs. L'assurance pour les salariés que leurs droits sont bien inscrits correctement là où ils doivent être inscrits. Là, on a inversé le prisme, c'est-à-dire qu'on est parti du besoin des entreprises, de la simplification pour faire les déclarations. Et ça change tout. Ça a quand même simplifié la vie de beaucoup de gens. Tout le monde a envie de faire de la DSN. C'est aussi une condition de la mise en œuvre d'autres chantiers majeurs. L'impôt à la source, la retenue à la source. Prélèvement à la source. L'État avait depuis des années dans les cartons une envie de faire le prélèvement à la source. Ça devenait assez logique de se dire est-ce que la DSN pourrait pas aider.